députés rassurent le président Talon de leur soutien à l'Assemblée nationale. Parmi eux, 15 démissionnaires des forces Cori pour un Bénin émergent. C'est l'essentiel du Club Mediaset de ce jour. Invité, Jean-Claude Kouagou, journaliste, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir M. Andisso et bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs de la télévision nationale. Oui, en face de Jean-Claude, Eugène Alosopo, journaliste à Radio Soleil FM. Bonsoir Eugène. Bonsoir Mesmer et bonsoir aux amis téléspectateurs. Oui. Tout de suite, la revue de presse. La revue est signée Rachidat Biom Mama. « 15 élus de la nation viennent de rompre les amarres avec la liste Faust Cori pour un Bénin émergent. Ils l'ont fait savoir selon Fraternité à travers une déclaration faite ce jeudi 11 mai au Palais des gouverneurs. Pour la nation, il s'agit plutôt de 16 députés. Quoi qu'il en soit, il conforte la majorité du président Talon à l'Assemblée nationale. À cet effet, Le Matin déclare que Talon a sa majorité confortable à l'Assemblée et constate la dislocation de l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent. Le Matinal, lui, qualifie ce départ de séisme au sein des FCBE, un séisme qui change la configuration des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale avec la naissance du bloc de la majorité parlementaire composé de 59 députés. Tous révisionnistes, à l'exception de Éric Roundété, nous renseigne le Télégramme. Pour la Nouvelle Tribune, c'est un pacte d'aliénation où tout pourrait passer comme une lettre à la poste. Le quotidien se demande si l'Assemblée nationale n'est pas devenue la caisse de résonance du pouvoir. De loin, poursuit le journal, cette initiative apparaît positive et a tout de même l'air d'un ovni à courte durée de vie compte tenu de la diversité des courants politiques qui le composent. Assuré par cette majorité confortable à l'Assemblée nationale, Talon peut sans inquiétude se préoccuper du financement de son programme d'action du gouvernement. Un renfort économique qui l'a amené au Kenya nous apprend la priorité qui annonce une pluie d'investissements en vue dans plusieurs secteurs. De plus, cette visite de travail permet au président Patrice Talon de négocier un puissant accord financier pour le Bénin, nous informe l'investigateur du jour. Le quotidien annonce ainsi dans ses colonnes qu'il s'agit d'un appui financier de 760 millions de dollars. Une information confirmée par le potentiel qui précise que cet appui provient de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, l'ACA, avec pour secteur clé les énergies renouvelables, l'industrie agroalimentaire et des investissements en faveur des petites et moyennes entreprises. C'est une nouvelle opportunité pour de gros investissements, constate Le Matin, au vu des retombées qui permettront aux Béninois de vivre décemment dans un pays prospère, ajoutera l'investigateur. Du côté du personnel de la Société nationale pour la promotion agricole, ce n'est pas la joie. Ça grogne depuis la mise en œuvre de la décision gouvernementale de liquidation de la Sonapra, nous apprend Le Matin. Pour le secrétaire général de l'Union des travailleurs de la Sonapra, les actes du liquidateur sont en déphasage avec les propos du président Talon. L'autre situation qui mérite qu'on s'y penche sérieusement, c'est la prolifération des centres de santé et cliniques illégaux. À cet effet, la priorité propose qu'après le démantèlement du marché à Diegounlé, le prochain grand combat du gouvernement touche ce secteur vital de toute nation. Les belles de nuit, elles, en attendant la réalisation du projet d'aménagement et d'assainissement de la voie urbaine, occupent les espaces libérés, constate le confrère de La Matinée, la nature ayant horreur du vide. Selon le même quotidien, près de 100 cas de grossesse ont été enregistrés dans le département du Borgou au cours du premier semestre. La commune de Ndali viendrait en tête avec 39 cas, suivi de Tchaourou 37 et Niki avec 12 grossesses en nombre scolaire. Merci à vous, Rachidat Biom Mama. Eugène Alosopo, 59 députés viennent de prendre la décision de soutenir le président Talon. Parmi eux, 15 démissionnaires des forces Cori pour un Bénin émergent. Quelle vue portez-vous sur la constitution de ce bloc? C'est l'ordre normal des choses. Après,
le projet, le sort qu'a subi le projet de révision de la Constitution introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Alors, les 15, on les connaît, leur position est connue depuis longtemps. Ils sont proches désormais du président Patrice Talon, même si, de par le passé, c'était des férules de Boniayi, Benoît Degla, qui a même lu la déclaration, André Okonlola, et d'autres encore qui, quand même, étaient vus comme des personnes qui ont, à un moment donné, bénéficié des FCBE parce qu'elles ont été positionnées dans leur sélection électorale sous le regard bienveillant de Boniayi. Maintenant, les donnes politiques ont changé et ils n'ont pas hésité à dire qu'ils sont avec le président Patrice Talon dans le cadre de cette question de révision de la Constitution. Et donc, qu'ils démissionnent. C'est vrai que les raisons qu'ils évoquent, ces députés, pour démissionner sont quelque peu discutables parce qu'ils parlent de manque de démocratie à l'intérieur des FCBE. Décision solitaire. Ah oui, décision solitaire, oui, mais ils savent que le coordonnateur national auquel ils s'attaquent n'est pas celui qui décide au nom des FCBE. Celui qui décide... Il n'est qu'un prêtre, non. Il n'est qu'un prêtre, non. Celui qui décide au nom des FCBE s'appelle Boniayi. C'est lui qui détient les grandes décisions. Et donc, je vois par cette attaque une attaque directe contre Boniayi. Ils assument leur destinée politique désormais, puisque la suite, c'est se faire réélire sans les FCBE, et c'est le défi auquel ils seront confrontés. Voilà. Jean-Claude Kouagou, 15 députés FCBE ont démissionné. Vous avez entendu un peu les raisons qu'ils évoquent. Croyez-vous que cette démission soit une démission juste, ou du moins le fait de vouloir soutenir Boniayi, n'est-ce pas un calcul ou plutôt un choix objectif? Non. Excusez, il faut d'abord se poser une question. Par rapport à quoi nous nous situons? Quel est notre modèle politique? À partir de ces questions-là, on peut objectivement savoir si leur démission répond à une logique objective ou non. Moi, je voudrais dire très sincèrement que nous n'avons pas de référence et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous positionner de la gauche ou de la droite, de républicains ou démocrates. Alors, à partir de cet instant, ce qui devient le paramètre auquel on se réfère pour nous positionner, c'est les actes que pose le président en exercice. Et aujourd'hui, avec le PAG, il semble que les députés trouvent des éléments pour lesquels ils doivent se greffer pour se faire réélire. Alors, en conséquence, c'est beaucoup plus dans les calculs politiques dans 2 ans, on doit se faire réélire qu'il faut commencer par se positionner. Que disent nos hommes politiques? Ma base. Or, la base n'est pas une idéologie. Alors, lorsqu'on dit la base, et on sait que le grand peuple, lui, il ne fait que suivre ce que l'exécutif fait de bien, à partir de cet instant-là, n'attendez pas qu'un député puisse aller contre la volonté de sa base. Je donne un exemple. Lorsque vous prenez Barthélémy Kassa, il est originaire de Dassari, commune de Matéri, 18 km du chef-lieu. À supposer que dans le PAG, on préconise de réaliser le bitumage d'Assari et Matéri Centre, 18 km, vous pensez que la base va refuser? C'est non. Et si la base ne refuse pas, c'est que... Vous sortez le nom de Barthélémy Kassa, ça m'amène à oui, me demander permettez si que c'est pas parce que certains d'entre eux puisse conclure sur cet aspect-là. Je dis, à partir de ce moment où nous n'avons pas de référentiel politique, alors le modèle devient la base et on suit ce que veut la base. À partir de cet instant-là, on décide d'aller avec le pouvoir. C'est ce qui justifie fondamentalement le fait que les députés, les 15 députés, aient choisi de se départir des FCBE au profit pour soutenir le pouvoir en place. Oui, alors, vous évoquiez... Certains d'entre eux traînent des casseroles. N'est-ce pas plutôt une allégeance qu'on fait au pouvoir? Casserole, c'est peut-être trop fort, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des situations inconfortables pour certains d'entre eux. Et vis-à-vis de cette réalité, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. À partir de ce moment-là, il faut faire attention. Alors, si un pouvoir comme celui de Patrice Talon venait un jour à avoir les moyens de faire fonctionner, par exemple, la haute cour de justice, attendez-vous que cela puisse répondre devant la justice. Alors,
pour ne pas se retrouver en face des tribunaux, pour ne pas se retrouver en face de la haute cour de justice, il aurait fallu, à un moment donné, qu'on soit amis au chef de l'État politiquement, qu'on puisse soutenir les actions du chef de l'État, et ceci à visage découvert pour ne pas se faire ennemi du diable. Ami du chef d'État ne suffit pas, puisque lorsque vous aurez fini votre mandat parlementaire, vous êtes comme un simple citoyen. Il faut faire renouveler son mandat pour continuer à bénéficier de l'immunité parlementaire. C'est un défi pour ceux-là. Et ils ont un autre défi, le défi de survivre après Boni-Yayi. Oui, et c'est fondamental. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est une majorité sûre et confortable, vu qu'au nombre des 15 députés, il y a des soutiens, dans ces soutiens du président Boni-Yayi, dans ce soutien du président, de l'ancien candidat Diavon, et des soutiens de Patrice Talon. Est-ce qu'on peut être sûr de ce soutien-là? Une majorité sûre? Le Parlement béninois compte 83 députés. Et pour avoir une majorité absolue, il faut avoir avec soi 42. Et nous sommes en présence de 59. Il y a un surplus de 17 députés encore, jusqu'à ce que toute cette échelle s'écroule. Je pense que le pouvoir en place trouverait des solutions à garder le minimum. Mais soutien sûr, ça dépend des termes de leur accord avec le gouvernement. Parce que nous sommes dans un milieu politique et rien ne se fait de façon gratuite. Soit, eh bien, nous continuons à bénéficier d'un certain nombre de projets contenus dans le programme d'action du gouvernement au profit de nos électeurs, soit nous avons l'assurance que notre mandat sera renouvelé ou il ne sera pas une surprise qu'il y ait certains députés qui se retrouvent dans le prochain gouvernement de Patrice Talon. Nous sommes sur le terrain politique et le politicien ne pose aucun acte par philanthropie. Il pose des actes par rapport à ses intérêts, par rapport à sa réalisation, c'est fondamental. Et nous sommes sur ce terrain-là qui est aujourd'hui déterminant pour ceux-là qui doivent se faire réélire sans Boni-Yayi. C'est vrai que dans ces conditions, ils se retournent contre eux. Ils se trouvent en face de Boni-Yayi, qui, je suppose, a les moyens de les affronter, les moyens financiers de les affronter. Il bénéficie d'un certain nombre d'auras dans certaines régions. Et donc, il va certainement positionner d'autres personnes contre ceux-là qui sont aujourd'hui des dissidents des FCBE. Et ceux-là, on les connaît en tête. C'est vrai que de l'autre côté, pour franchise, le gouvernement qu'ils auront supporté n'a pas le devoir de les laisser tomber à partir du moment où ils sont dans un accord. Oui, ils annoncent leur soutien au PAG et au projet de révision de la Constitution. Par-delà ces deux aspects, est-ce qu'on peut être sûr de leur soutien au président Talon? Oui, je pense que dans l'absolu, il faut leur concéder leur position actuelle et dire que c'est un soutien franc qui ira jusqu'au bout. Parce que, n'oubliez pas, le monde est en pleine mutation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous prenons les 3 dernières élections présidentielles, en commençant par chez nous, le président Patrice Talon n'a pratiquement compté sur personne pour se faire élire. Alors, s'il est parvenu à se faire élire sans grand soutien au départ et qu'il s'est imposé, il va falloir qu'aujourd'hui où il a le pouvoir, que des gens puissent le reconsidérer autrement. À partir de cet instant-là, il est déterminant dans la politique nationale. Vous prenez les États-Unis, ce fut le même cas. Aujourd'hui encore, et en France, c'est la même chose, quelqu'un qui est sorti du néant. Lorsque vous sortez de presque du néant et que vous vous imposez, mais il va de soi que des gens puissent venir faire allégeance pour vous accompagner. Je ne vois pas que cela puisse être le contraire. Eugène Alsoupour, certains estiment que l'Assemblée est en train de devenir une caisse de résonance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une position, mais ce n'est pas toute l'Assemblée nationale qui supporte les actions du président Patrice Talon. Il y a une partie qui continue de s'illustrer dans une opposition parlementaire qui t'a critiqué, puisque vous avez vu comment les groupes parlementaires se sont écroulés à l'Assemblée nationale. Ce sont des députés anti-révisionnistes qui ont démissionné de ces groupes parlementaires, pour la plupart dirigés par des personnes, des députés FCBE, mais qui sont acquis à la cause de Patrice Talon. Et donc, c'est un jeu et le temps est un facteur déterminant. Il n'y aura pas de jeu. Il y a des choses qui ne me surprennent pas. J'ai fait plus de 15 ans à l'Assemblée nationale en tant que chroniqueur. Je sais que l'Assemblée nationale, ce n'est pas une église. L'Assemblée nationale, ce n'est pas un lieu où eh bien, on prêche la vertu. C'est vrai que c'est une institution qui produit de la norme démocratique, mais c'est aussi une institution politique
C'est une institution par surcroît politique. Et lorsque vous devez être à la recherche d'une majorité, il y a des choses qui s'y passent et des choses qui s'y passeront, quels que soient les présidents. Jean-Claude Kouago, êtes-vous d'avis avec ceux qui disent que la constitution de ce bloc est un pacte d'aliénation? Non, je voudrais qu'on puisse leur concéder leur point de vue, tout simplement parce que les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour faire une telle affirmation, je ne les dispose pas. Donc, moi, je ne pense pas que cela soit une aliénation pour notre démocratie. Lisez le concept de la majorité présidentielle au sein du peuple de Gaston Roumbédi, un ouvrage qui est paru dans les années 1994. Celui qui est au pouvoir a nécessairement besoin d'un soutien, aussi bien au niveau des prises de décision à l'Assemblée nationale qu'au sein du peuple. Autrement, c'est le pouvoir ne peut pas accomplir un certain nombre d'actions. Et c'est pourquoi il est indispensable que aussi bien l'Assemblée que la population puissent soutenir les actions du chef de l'État. Et en cela, moi je ne sais pas en quoi c'est une aliénation que de dire que 59 députés qui soutiennent. Non, ce sont des députés qui sont quand même responsables. Ils ont la doigté, ils ont la jugeote pour pouvoir apprécier les actes qu'ils doivent poser eux-mêmes pour ne pas en répondre demain devant l'opinion publique et devant la conscience. Tout le monde non plus n'a pas le devoir d'applaudir sans rechigner les actions du chef de l'État. C'est de la critique que naissent les corrections constructives. Voilà. Et il faut que le pouvoir puisse avoir en face des personnes qui disent ce que vous faites n'est pas bon, vous aurez dû faire de telle manière pour que les choses évoluent mieux. Oui, originellement, le bloc était constitué de 60 députés. Comment comprendre l'abstention du 60e député? Celui qui a manqué à l'appel s'appelle Éric Louis Onité, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au départ, il était un soutien de Lionel Zinsou, même porte-parole. Et il n'a donc supporté ni Sébastien Diavon, ni Patrice Talon, et s'est retrouvé à un moment donné dans un silence depuis longtemps. Et il a voté pour l'acceptation du projet de révision de la Constitution. Je m'attendais que son nom figure dans cette liste 59, qui serait 59 plus 1 s'il était là. Il est libre de faire un choix politique. Nous sommes sur un terrain politique. C'est à lui de savoir les options à faire pour que, dans son fief de commencer de la 5e circonscription électorale, ses électeurs continuent de lui faire confiance. Donc, c'est un libre choix. C'est vrai que beaucoup ont pensé qu'à partir du moment où il a voté déjà pour accompagner le projet du gouvernement pour la révision de la Constitution, il pourrait être compté parmi ceux-là qui font aujourd'hui figure de mouvanciers parlementaires, mais ce n'est pas le cas. Cela ne veut pas dire qu'il est dada contre les actions du président Patrice Talon, et cela ne veut pas dire non plus qu'il est pour les actions de Patrice Talon. C'est un homme politique qui a parfois, qui se donne la possibilité d'interpréter les choses selon ses convictions. Oui, Jean-Claude Kouago, croyez-vous que ces nouveaux soutiens vont recevoir un bon accueil de la part des soutiens de première heure du président Talon? Oui, c'est au Bénin que cela se dit toujours de cette façon-là. On estime que les soutiens de première heure attendent d'être casés. Tout à fait. C'est au Bénin qu'on pense qu'il y a des soutiens de premières heures et puis il y en a, je ne sais pas, de milieu heure et d'autres de dernières heures. Non, cela dépend. Et puis, qu'on puisse l'accepter aussi comme cela. Tout le monde ne peut pas être traité de la même manière. Il y a des soutiens qui vont venir au dernier moment et qui seront, compte tenu de leur qualité, compte tenu de leur poids politique dans la société, puissent être facilement plus, comment dit-on, je dirais plus audibles, qu'on puisse compter plus facilement sur eux que d'autres qui sont là depuis, mais qui ne valaient rien politiquement parlant, qui ne valaient rien en termes de poids électoral. Or, il est question de pouvoir influencer les prises de décision à travers un poids électoral. Alors, si quelqu'un qui est venu au dernier moment draine derrière lui et peut influencer les prises de décision, le suffrage universel dans un certain nombre de circonscriptions électorales, alors que le chef de l'État en a besoin pour ses actions futures, et n'oubliez pas qu'il l'a dit, que désormais il fera de la politique. Donc, à partir de cet instant, il faudrait qu'on puisse considérer mieux ce dernier qui est arrivé et qui peut faire drainer un monde pour le soutien du chef de l'État. Et ça, c'est de bonne guerre quand on est en politique. Oui. Alors, cette recomposition annonce une nouvelle configuration à l'Assemblée nationale. À quoi peut-on assister dans les prochains jours?
on va assister à une clarification nette bien du paysage parlementaire. Vous savez, ceux-là, on est passé de 60 à 59, peut-être qu'on va en perdre encore ou peut-être qu'on va en ajouter. Donc chacun sait, peut-être dans l'esprit de ces autres députés qui ne font pas partie du bloc des 59, il aurait été précipité de les balancer dans l'opposition parce que pour eux, quand j'ai parlé avec quelques-uns, pour eux, c'est un acte précis qui n'ont pas été d'accord avec le président de la République, mais ils étaient surpris peut-être qu'on les balance dans l'opposition contre leur gré. Ils vont peut-être assumer parce que pour la plupart, ils sont soucieux du renouvellement de leur mandat. Alors, lorsqu'on les considère comme des opposants parlementaires, c'est qu'on va les traiter ainsi, peut-être jusqu'à la fin de la législature, ou jusqu'à ce que quelques-uns se décident de se raviser. Jean-Claude Kouagou, Boni-Yayi n'est plus aux affaires, la rivière s'assèche, les quelques barons de FCBE qui supportent le coup pour le sang, peuvent-ils tenir encore longtemps? C'est d'abord que dans le fonctionnement des Foscori pour un Bénin émergent, j'ai toujours soutenu la position que ce n'est pas un parti politique. Et que de ce point de vue-là, chacun devrait pouvoir retrouver son indépendance après le départ du président Boni-Yayi de ses fonctions de président de la République. Et c'est ce à quoi nous assistons. C'est un creuset dans lequel il y avait un fourre-tout de partis politiques, d'alliances, de jeux, de mouvements et de tout ce qu'on peut considérer comme conglomérat politique. Et aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. Il est clair que chacun reprend son indépendance vis-à-vis des Foscori pour un Bénin émergent. Et aujourd'hui, quand les gens dénoncent la dictature au sein de cette coalition, et ça a toujours été appelé par le coordonnateur national Alliance Foscori pour un Bénin émergent, et donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne vois pas que des gens puissent vouloir rester là où la rivière s'est asséchée. Surtout quand on a l'ambition de rester encore longtemps dans l'arène politique, il est évident que c'est une conséquence que les gens doivent pouvoir assumer. Les quelques rares qui sont encore là, ils vont partir. Ce n'était pas de gaieté de quelqu'un, certains parmi eux ont accepté la candidature de Lionel Zinsou pour être celui qui devrait arborer les couleurs des Foscori pour un Bénin émergent. Et beaucoup ont considéré cela comme, je dirais, une offense à leur intelligence, à leur capacité de mobilisation. Or, dans les critères qui étaient énumérés, Lionel Zinsou ne remplissait aucun de ces critères-là. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense que les Foscori pour un Bénin émergent, on n'en a que trop connu. C'est maintenant la fin, comme ce fut le cas avec l'UBF. Deuxième sujet, licenciement à la SONAPRA. Les 319 agents licenciés dénoncent la méthode du liquidateur. Est-ce que le licenciement a été fait dans les règles de l'art? Je n'ai pas vu les termes de leur accord. Toujours est-il que lorsque un employé en arrive à perdre son emploi, c'est toute une famille qui est concernée et les questions d'emploi au Bénin sont très sensibles. Alors, c'est une option que le gouvernement a faite que de supprimer la SONAPRA. On a créé des régions agricoles. Peut-être que ceux-là auraient été... La création de 7 pôles. De 7 pôles, etc. Peut-être que ceux-là auraient été utiles à l'activation de ces pôles-là. Dans tous les cas, pour l'essentiel, il faut sauver ceux-là ou, à défaut, leur accorder tout ce qu'ils méritent comme droit pour que cela se fasse dans les règles de l'art. Oui. Licenciement rime avec paiement de droits. Est-ce que ces agents ont la certitude de percevoir leurs droits? Dans l'absolu, ce que vous avancez est tout à fait juste, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication autour, communication à l'interne, c'est-à-dire communiquer avec les agents. Il me semble que c'est peut-être ce qui a fait défaut. Sinon, pour ceux qui ont des contrats réguliers avec l'État et sont employés à la SONAPRA, cela ne devrait pas avoir de problème. Seulement, nous comprenons que ceux-là sont en train de ronchonner aujourd'hui parce qu'on leur a simplement notifié qu'à partir de telle date, je crois du 9 mai dernier, il ne fallait plus mettre pied Alors, à partir de ce moment, lorsqu'on sait qu'autour d'une seule personne, en tant que fonctionnaire de l'État, en tant que fonctionnaire tout simplement, il gravite un minimum de 7 personnes, c'est beaucoup de bouches qui
se retrouvent en difficulté. Donc c'est une question sociale, une question très sensible qu'il faut considérer avec tout ce que cela a comme exigence. Mais il se crée en ce moment, et ce n'est pas encore opérationnel à ma connaissance, les territoires, les agences territoriales de développement, mais parallèlement avec la création des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui vont remplacer les CADER. Donc, à partir de ce moment-là, ceux qui ont des contrats réguliers avec l'État, c'est sûr qu'ils seront appelés à être redéployés dans les différentes structures, que ce soit au niveau des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ou au niveau des agences territoriales de développement qui ont été créées en tenant compte des 7 pôles de développement agricole de notre pays. Donc, c'est ce que moi je pense. Justement, qu'est-ce qui est possible par rapport à leur réinsertion professionnelle? Certainement que ces régions agricoles auront besoin de personnel pour fonctionner. Et je suis d'accord avec mon vis-à-vis lorsqu'il parle de communication à l'antenne. Il faut négocier avec eux. Tout homme a peur de perdre son emploi. Et c'est de l'ordre humain. Ils seront quand même utiles à quelque chose. Ils sont dans le système agricole depuis des années. Ils en ont l'expérience. Et ce n'est pas peut-être utile. C'est tellement que l'État a investi sur eux pour leur formation. Ce n'est pas utile de les jeter comme ça à la poubelle. Il faut travailler à ce que dans la politique agricole en cours, on puisse les insérer pour qu'ils se sentent utiles à leur pays. Troisième sujet, question des établissements privés d'enseignement supérieur. Les étudiants qui doivent composer en licencié master, vous allez peut-être me rectifier, ces étudiants donc doivent composer les 28, 29 et 30 août prochains, mais à 3 mois de l'examen, ils ne savent où. Ils ne savent quoi, ils ne savent à quel sein se vouer. Rien n'est précis, ils ne savent pas dans quelle matière composer, ils ne comprennent rien. Où en sommes-nous, Jean-Claude Kouabou? Oui, pour les informations qui sont à ma possession, c'est d'abord que pour cette année, le master n'est plus concerné. Mais pour la licence professionnelle, eux, ils doivent composer comme c'est le cas avec les BTS. Donc, le directeur des établissements privés d'enseignement secondaire nous a fait de l'enseignement supérieur nous a fait cette confidence il y a quelques jours, qu'il est important, dans le cadre des réformes, et de crédibiliser les diplômes qui se délivrent au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, qu'on puisse aller vers, n'est-ce pas, cet examen national. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'une université privée puisse avoir les moyens de pouvoir délivrer un diplôme aux étudiants que l'établissement a formés, il aurait fallu qu'on puisse franchir les 3 régimes, à savoir le régime d'autorisation, le régime, il y a un régime intermédiaire qui valide que vous êtes en mesure de pouvoir conduire les activités pédagogiques, et le 3e régime qui est le régime d'homologation. Donc, lorsque vous arrivez au niveau du régime d'homologation, vous êtes en mesure de pouvoir délivrer des diplômes. Et à chaque niveau correspond le niveau de prise de décision pour valider. Donc, le premier niveau est délivré par le ministère. Le 2e, c'est toujours le ministère, mais le 3e niveau, c'est une communication qui est faite en Conseil des ministres, et le président de la République prend un décret pour entériner que cet établissement a désormais les capacités de pouvoir délivrer un diplôme aux étudiants qu'il a formés, comme cela se fait au niveau de l'Université nationale du Bénin. Donc c'est ce qui... Or, aujourd'hui, aucun des établissements privés n'est encore à ce stade. Donc tout le monde est au niveau du premier régime, le régime d'autorisation. Donc c'est là où se trouve. Alors, ce qui se fait actuellement est une transition pour permettre à ce que les établissements, alors qu'ils ont déjà dépassé, ils ont épuisé les différents délais au terme desquels ils devraient accéder en constituant les dossiers, comment dit-on, au régime suivant, ils ont déjà dépassé pour la plupart ces délais-là, et ils ne sont pas en règle vis-à-vis des exigences réglementaires. Donc aujourd'hui, au moins les étudiants en licence pourront composer, vous croyez?
Oui, puisque les dates sont déjà fixées. Donc, ce qui va se passer, et tenant compte des informations que nous avons, c'est qu'il y aura quelques matières qui seront retenues, dans lesquelles il y aura peut-être plusieurs questions, de sorte qu'il y ait des modalités de sélection de réponses. Et lorsque on vous donne une épreuve, elle vous fait parcourir plusieurs matières que vous avez composées. Des épreuves transversales. Des épreuves transversales. Alors, lorsque vous prenez une filière, il y a des matières basiques, que vous soyez de tel établissement ou de tel autre établissement, vous devez nécessairement avoir ces matières-là en composition. Donc, c'est sur la base de ces matières basiques que le travail va se faire. Ils vont sortir les épreuves. Ça serait quelques épreuves sur la durée, je crois, de 72 ou 96 heures. Voilà. Le global, c'est crédibiliser davantage ces diplômes-là que délivrent les établissements privés d'enseignement supérieur. Mais lorsque nous écoutons quelques-uns de ces responsables d'établissements supérieurs, ils ne sont pas toujours d'accord avec la méthode qui est utilisée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils en parlent très souvent. L'essentiel, c'est que les forces convergent et gouvernement et responsables d'établissements supérieurs privés ont envie de mieux faire les choses, mais il faut harmoniser la démarche pour que ça soit uniforme. Oui, quatrième sujet, le président Talon au Kenya. Il a été au Kenya le 9 et 10 mai. Avez-vous une idée des retombées de ce voyage? Non, en termes de retombées, je crois qu'il faut se référer essentiellement au point de presse que le ministre des Affaires étrangères a donné aux confrères. Essentiellement, je retiens une seule chose, c'est que moi je ne voudrais pas aller dans ces petits détails, mais la considération que je donne à cette visite est telle que, vous savez, à l'étape actuelle des connaissances paléontologiques, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité à travers la région orientale, donc le Kenya, la Tanzanie et l'Éthiopie. Donc, il se peut que l'histoire veuille se répéter en notre ère avec la modernisation, de sorte que l'Afrique devienne un espace où les frontières, les barrières artificielles puissent être brisées pour que nous nous retrouvions dans un contexte panafricaniste prôné par Kwame Nkrumah, pour que nous puissions, comme l'a signifié Cheikh Anta Diop dans un de ses ouvrages intitulé L'unité culturelle de l'Afrique, que l'Afrique puisse devenir un dans le concert des nations. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est spectatrice de tout ce qui se passe dans les relations internationales. Donc, il aurait fallu que l'Afrique devienne une, indivisible, pour se positionner correctement dans le champ, dans l'arène politique internationale, pour pouvoir avoir son mot à dire. Autrement, ce n'est pas encore le cas. Et c'est ce que le président, me semble-t-il, est en train de développer comme stratégie pour que nous ne vivions pas en autarcie. Oui, le Kenya, c'est quand même le géant de l'Afrique de l'Est. Oui, est-ce qu'on a pu en tirer quelque chose? Le Kenya, c'est la première économie de l'Afrique de l'Est. Oui. Et dans certains pays de cette partie de l'Afrique, les choses se font bien. Je donne le cas d'autres pays. Il y a le Botswana où les choses se font très bien. Le Rwanda aussi qui est en avance avec le numérique. Donc il y a de ces pays-là où on peut obtenir ce qu'on veut sans faire recours à d'autres continents. Les journaux que j'ai lus par rapport, et j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères qui nous a dit que l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, a accordé au Bénin 760 millions de dollars. Dans tous les cas, c'est un prêt. Et les domaines concernés, c'est l'agroalimentaire, l'industrie. Mais il ne faut pas oublier que le Kenya aussi, c'est un pays touristique de grande portée. Et ce sont des expériences que le Bénin peut bien tirer de ce pays-là, qui, en Afrique, dit sa loi en matière d'économie. Ils font bien les choses. Merci, Eugène Alassoupo. À présent, nous allons suivre ce qui se passe sur le web. La revue sur le web, c'est aussi l'actualité internationale. C'est avec Marie-Louise Perret. Bienvenue à cette revue du web. Tous les projecteurs sont tournés vers la France, où le plus jeune président de la République jamais élu est arrivé à bord d'une Renault Espace blindée et son prédécesseur François Hollande
ont rejoint dans la foulée le bureau présidentiel pour un entretien d'1 heure. Selon le quotidien Le Monde, après le départ de son prédécesseur Hollande, a commencé la cérémonie d'investiture. Après avoir reçu les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. Voilà pourquoi mon mandat sera guidé par 2 exigences. La première sera de rendre aux Français cette confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie. La France n'est forte que si elle est prospère. La France n'est un modèle pour le monde que si elle est exemplaire. Et c'est là ma seconde exigence. Parce que nous aurons rendu aux Français le goût de l'avenir et la fierté de ce qu'ils sont. Rien ne sera concédé à la facilité ni au compromis. Rien n'affaiblira ma détermination. En ce qui me concerne, dès ce soir, je serai au travail. Au travail, Donald Trump, selon New York Times, se débarrasse du directeur du FBI. Dans son éditorial particulièrement sévère envers le président américain, le journal précise que M. Comey a été limogé parce qu'il menait une enquête en cours qui aurait pu pousser un président vers le départ et qu'il s'agit peut-être d'un des plus grands scandales politiques de l'histoire du pays. Et pour RFI, le licenciement du mardi 9 mai dernier est basé sur une enquête axée sur les liens de l'entourage de Trump avec la Russie. Ce sera tout, Mesme Adisso, à dimanche prochain. Merci à vous, Marie-Louise Perrin, pour cette œuvre d'anthologie. Malheureusement, on ne pourra pas faire 52 minutes. On va juste dire un mot sur l'extrait quand même qu'on a suivi et sur ce que nous espérons de la politique africaine de la France. Je pense pas vous. Qu'est-ce qui sera différent? Ça dépend des dirigeants africains, de leur posture face à ce jeune président. Si on converge les efforts, on aura peut-être... En général, la France-Afrique favorise les dirigeants à se maintenir au pouvoir. Dans tous les cas, on vivra certainement une autre France-Afrique d'une autre façon. Si tant est que, eh bien, la France est toujours soucieuse de ses intérêts dans ses anciennes colonies. Il peut y avoir une façon sous Macron de mieux faire les choses ou de faire les choses autrement. Mais là, pour faire tout ce qu'il a dit, il a besoin d'une majorité. C'est ça qui le préoccupe pour l'instant. Merci. Oui, Jean-Claude Kouagou. Merci. Non, lorsque vous prenez appui sur les 2 exigences évoquées par le président Emmanuel Macron, vous vous rendez aisément compte que ce n'est que la France et rien que la France. À partir de cet instant, moi je pense que les relations entre la France et l'Afrique francophone surtout, ne vont pas changer. Donc, en priorité, il sera question des intérêts de la France et dans ce système-là, la France-Afrique a toujours son rôle à jouer. Seulement, moi j'aurais souhaité, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Afrique puisse faire son unité. Et à partir de là, on peut influencer des choses. Lorsque vous êtes dépendant économiquement de la France, mais vous ne pouvez pas. Ça, c'est clair. Et c'est le problème auquel nous sommes fondamentalement confrontés. Donc, la France, rien que la France, c'est encore une autre manière de dire que les choses ne vont pas évoluer fondamentalement. Donc, moi, je n'attends rien de cela. Je voudrais dire quand même félicitations à son courage parce qu'il semble qu'il est sorti de nulle part. Il s'est imposé. Merci, c'est dommage, on ne pourra pas évoquer les enseignements à tirer de cette élection, même s'il est sorti de nulle part et qu'il a émergé, même si le Front National est en nette percée, on ne pourra pas évoquer ces questions. Nous allons à présent aborder la rubrique Le Médiateur, instant déontologie avec Jocelyne Aladaé. Je vous remercie d'être venu, Jean-Claude Kouagou, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'être venu. Merci, monsieur. Merci à vous, Général Soupeau, journaliste à Radio Soleil FM. Merci d'être venu. Merci. Je vous retrouve sous peu. Merci. Merci, à bientôt. Portez-vous bien. Oui. Jocelyne pour Le Médiateur. Jocelyne Aladaé, bonsoir. Bonsoir, Mesme Adisso, bonsoir à tous. Oui, cette semaine, nous allons faire le point des plaintes qui ont fait l'objet de décisions au niveau de la RAC. Dites-nous, quels sont les faits reprochés à certains collègues? Alors, 2 journaux sont indexés. Donc, à travers ces décisions, on va dire d'abord les faits qui sont incriminés
en direction du journal Le Devoir. C'est un journal, c'est un quotidien béninois qui, dans sa parution du 18 avril 2016, donc il y a un an environ, a publié un article qui est intitulé, je cite, « Détournement de biens publics, le directeur du CEG Zakuta Cosme Tobosi à un cheveu de la prison ». Fin de citation. Alors l'article va poursuivre par des commentaires et ces commentaires vont nous enseigner qu'il y a 10 tonnes de ciment et 1 million de francs CFA qui ont été donnés au directeur de ce CEG-là et qui ont fait l'objet de détournement. Détournement, c'est peser, c'est ce que le journal a écrit, avec la complicité de certains membres de l'APE, Association des parents d'élèves. Et le journal a fait plein de commentaires qui ont été jugés désobligeants par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Deuxième journal qui a été incriminé, il s'agit du Le Potentiel. C'est également un journal béninois qui, il y a 2 ans, en 2015, a publié un article aussi concernant les faits et gestes d'un agent féminin de nos forces armées qui dénonçait des pratiques sexuelles de lesbiennes sur cet agent féminin et qui justifiait le fait de publier le fait qu'il y ait eu plusieurs plaintes adressées au journal et que s'étant rapprochée de l'intéressée, elle a été arrogante et menaçante. Ce qui a fait que le journal s'est autorisé, soi-disant, de mettre sur la place publique ce genre de comportement atypique. Dites-nous, Jocelyne Aladaye-Dayon, les décisions prises à l'encontre des contrevenants. Les décisions, c'est totalement une mise en demeure, parce qu'une mise en demeure qui contraigne ainsi les 2 directeurs de publication de Le Devoir et Le Potentiel de publier un article présentant des excuses publiques aux 2 plaignants et bien évidemment de le faire dans les règles de l'art. Il s'agit de 3 parutions consécutives pour présenter ses excuses et bien évidemment titre à la une et dans les mêmes conditions que l'article qui a été jugé incriminé. Oui, à quel risque s'exposent ces journaux en cas de non-respect des sanctions? Vous le savez, les sanctions, les décisions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont exécutoires. Il faut exécuter. Elles sont sans recours. Si vous ne le faites pas, eh bien vous vous exposez aux sanctions qui sont prévues par les textes en la matière. Voilà, tout simplement. Globalement, quelles leçons tirées de l'exercice d'information, le rôle de l'informateur, l'exercice d'informer? Déjà, l'exercice d'informer, vous et moi, vous le savez, vos invités qui étaient aussi sur le plateau avant moi le savent. Nous savons que les professionnels des médias ont un devoir d'informer. Et aller chercher l'information, c'est un principe et une matière première que nous allons rechercher. C'est comme la prunelle de nos yeux, il faut y aller. Et donc, pour cet exercice, nous avons besoin d'informations, mais qui sont crédibles, qui sont vraies. Et donc, nous avons le devoir de les recouper. Donc, de chercher des sources d'informations qui sont fiables et nous recoupons les informations pour que nous-mêmes, nos émissions, nos publications, nos déclarations soient crédibles et qu'elles aient une certaine force auprès de l'opinion. Deuxième gageure pour nous, comme leçon à tirer, c'est que notre gageure, c'est de pouvoir déployer notre système d'unité afin que l'innovation qui a été inscrite dans le Code de l'information et de la communication, qui consiste à pouvoir libérer un peu et libéraliser les sources d'information, qu'on puisse avoir accès librement aux informations, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le système, disons, politico-administratif, si auprès des particuliers, auprès des institutions, que tout cela soit libéralisé et normalisé, disons, en griffe ordinaire, pour que l'information puisse circuler et que les journalistes fassent leur boulot, leur job en toute sérénité. Madame Dayon, votre mot de la fin? Je dirais donc que confortons-nous, unissons-nous, nous professionnels des médias, et essayons de jouer notre rôle dans une certaine union, unité, compréhension et respect, et avec bien évidemment nos écrits, nos micros, nos caméras, nous allons essayer de porter au public une information juste, avérée, crédible.
Jocelyne Ladae, journaliste devant l'Éternel, merci d'être venue sur ce plateau. Merci. Ce sera tout pour cette émission. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion demain à partir de 23h30. Portez-vous bien. Bye bye.